Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode un peu plus tard que d'habitude, le 3 mars 2021, un jeudi pour une fois. Et il nous reste, dit-il, encore 4 à 6 semaines à tenir, tenez bon. Il faisait 12 degrés aujourd'hui à Amiens, le Bitcoin vaut 50 364 $ au moment où j'ai vérifié là tout à l'heure. J'ai terminé Luigi's Mansion 3, faudra qu'on reparle de cet enfer de jeu, on en reparlera à tête reposée, peut-être dans Paracult, un podcast où on vous parle des choses qu'on a aimées. On verra ça en temps et en heure, et au programme de cette émission, préparée par Guillaume Poggiaspala, on va vous parler principalement de crypto-monnaies, en fait. Vous allez voir qu'on va aussi parler de plein d'autres choses, notamment de petits soucis là que tu as identifiés, Guillaume, sur les SSD des Mac. Alors a priori ce serait peut-être le M1, mais peut-être pas. Bon, on en reparlera à tête reposée, mais on a encore une fois une grosse partie crypto-monnaie et en partie Bitcoin. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Saron et Paul Perret réunis sont à Top Chef. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut. Bah exactement. Alors comme je regarde pas Top Chef, là je vais avoir un petit peu de mal à répondre en fait. Je sais bon, pas je vais te dire qui c'est. C'est les 4 chefs qui tiennent les 4 brigades de candidats. Donc tu vois, c'est un peu les mentors. C'est les coachs quoi de chacun des candidats. Et donc ils sont évidemment pleins de bienveillance et de dynamisme et évidemment d'expérience. Tu comprends l'analogie. Au passage, sur Apple Podcast, à propos de Tech Café, on peut lire l'avis suivant, l'avis de Servos Geek, qui a dit le rendez-vous de la semaine. Et il a précisé, rien à dire de plus. Ce podcast est parfait. Bravo aussi à l'équipe du spin-off avec un petit smiley. Je pense qu'il évoque bien entendu Tech Café Domotique qui a sorti un épisode sur HomeKit qui est très intéressant. Avec, ils sont allés encore une fois dénicher un expert sur le sujet. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut faire avec la domotique, mais tout en restant vraiment très étroitement lié à l'écosystème Apple, pour le meilleur ou pour le pire, il faut aller écouter le dernier épisode de Tech Café Domotique. Merci du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui soutiennent l'émission avec notre page Patreon. Tout le monde profite gratuitement du podcast, mais ses auditeurs premium profitent également d'un flux privé sans la pub. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de la pub pour personne, mais ça devrait revenir. Et ils profitent aussi du chapitrage des émissions. Et d'ailleurs également, en fonction du palier, des notes des émissions avant les enregistrements. Donc ils peuvent déposer des petits commentaires. On n'a pas eu encore l'occasion de voir beaucoup de commentaires de ces soutiens qui ont ces paliers-là sur les notes de l'émission, mais c'est possible qu'on ait des petits commentaires et on saura en faire part en temps et en heure. Merci à Armand Delesser, Moopers, Alexis Agaï, à Anthony Macquart et Luc Julia. Le nom de ce dernier vous évoquera probablement quelque chose, vous l'avez deviné. Luc Julia, c'est un des papas de Siri qui soutient Tech Café très activement. Merci beaucoup Luc. De toute façon, on aura normalement prochainement l'occasion de discuter plus largement avec lui. Et en tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui font la démarche de soutenir le podcast. Merci. Avant d'attaquer nos news, on a une première rubrique à chaud, Guillaume. Alors c'est pas forcément que des news chaudes, mais tu voulais revenir, toi, Guillaume, sur le Bitcoin. On a suffisamment de choses à dire dans cet épisode. Oui, ça se passe que sur Telegram, j'ai vu passer l'argument d'un auditeur là sur l'électricité qui est utilisée par le Bitcoin, qui serait en fait une manière d'éviter les gaspillages. Alors c'est un auditeur que je remercie par ailleurs, puisqu'il dit aussi qu'il aime notre podcast, donc c'est cool. Mais cet argument, en fait, je l'ai vu passer plusieurs fois déjà. Et il consiste à dire que le Bitcoin n'utilise que des surplus de production des centrales, qui sinon seraient perdus. Bon, c'est un argument qui est aussi relayé d'ailleurs dans le podcast Univers Bitcoin, par exemple, auquel il fait référence, auquel l'auditeur fait référence explicitement. Alors, c'est un argument qui m'a toujours interpellé, parce que tu vois, les centrales électriques, il y en a plein de types, évidemment, il y en a plein, mais la majorité n'a pas de surplus. Une centrale à gaz, à charbon, ou même une centrale nucléaire, en fait, elle s'adapte à la demande, donc elles peuvent avoir des surcapacités, mais pas de surplus. Pas d'énergie perdue, si on la consomme pas. Dans une centrale à charbon, l'énergie, elle est dans le charbon. Tu vois, si on en brûle moins, on produit moins d'électricité, et le charbon, il est stocké, ça stocke très bien, donc il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, il y a des cas où ça existe, mais c'est pour les énergies renouvelables. Donc les centrales hydroélectriques. Donc alors oui. Les éoliennes éventuellement, mais même si ça arrive, ça arrive pas souvent à mon avis qu'il y ait des éoliennes qui tournent dans le vide, dans l'absolu. Ça peut, je pense que ça peut arriver. Les centrales hydroélectriques dont la capacité dépend du flux, effectivement le flux de l'eau, là, peuvent avoir la possibilité de produire plus, même en temps de faible demande, et ça produit pas de CO2, ça coûte pas plus cher.
c'est vrai, le début du fleuve peut pas être stocké, et c'est vrai, c'est pareil si c'est le vent ou le solaire, éventuellement, ça peut arriver. Alors c'est vrai que les batteries auxquelles on pense comme solution pour stocker l'énergie sont très chères et polluantes elles-mêmes, hein. Cela dit, par contre, il est quand même faux de penser qu'on ne peut pas stocker l'énergie autrement qu'avec des batteries. En fait, les batteries, c'est une manière de stocker l'énergie de manière chimique. Mais en fait, il y en a d'autres, hein. Il y a l'énergie mécanique, l'énergie hydraulique. Il y a même un truc simple, tiens, un truc super simple. Admettons que j'ai plein d'électricité. Je sais pas, éolienne. Oh bah t'as de la chance, Guillaume. Ouais, je sais pas, admettons j'ai des éoliennes, il fait super de vent, et personne n'utilise. Bon, alors, ok, donc j'ai pas besoin de cette énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Je comprime de l'air. Donc avec cette énergie, plutôt que de la perdre, hein, je vais faire des grosses bonbonnes d'air comprimé. Donc j'ai des bonbonnes d'avance, bien entendu. Donc avec cette énergie, j'alimente un compresseur, je mets cet air comprimé dans les grosses bonbonnes, et je stocke les grosses bonbonnes. Et quand je vais récupérer l'énergie, il suffit d'envoyer la pression des bonbonnes dans une turbine, et ça m'en fait de l'électricité. Alors oui, c'est vrai, il y a des pertes, évidemment, à chaque fois, tu transformes et tout, il y a des pertes, mais... Et puis, évidemment, il faut prévoir le système, il faut prévoir les bonbonnes, le stockage, tout ça, c'est un coût, c'est pas forcément facile, mais dans l'absolu, il y a quand même beaucoup d'énergie qui peut être stockée. En tout cas, on peut faire des buffers comme ça. Alors évidemment, chaque méthode a ses contraintes, ses usages, hein, c'est pas possible ou pas rentable selon les cas, etc. Mais bon, faut pas forcément... Est-ce que c'est appliqué, ce que tu décris? Moi, c'est un peu la question. Je connais très très mal le monde de l'énergie. Il y a plusieurs personnes que je... C'est appliqué. Je veux dire, il y a des méthodes, oui, on utilise des méthodes pour stocker l'énergie qui sont pas forcément des batteries. Donc l'air comprimé, ça en est une, il y a aussi il y a aussi des méthodes mécaniques où on fait tourner des trucs, en fait. On fait tourner des espèces de gros... comment ça s'appelle déjà? Un gros gyroscope. On fait tourner un énorme gyroscope, en fait, et ce gyroscope, c'est une énorme masse qui tourne. Donc on la fait tourner en envoyant de l'énergie, ça fait tourner le gyroscope. Le gyroscope, évidemment, il finit par ralentir légèrement petit à petit, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, à l'inverse, quand on veut récupérer l'énergie, on freine le gyroscope, et ça nous rend l'énergie. Donc c'est une manière de stocker l'énergie, ça peut se faire. Mais bon, Donc aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a des productions d'électricité où parfois on a du surplus, grosso modo. Hein, c'est très très schématique et j'imagine qu'il y a plein de bémols et de nuances à mettre notamment dans mes propos. Mais on produirait trop d'électricité et donc il y a des mécanismes qui sont activés aujourd'hui, des leviers de stockage de cette énergie. Alors non, mais d'une part, alors le truc c'est que oui, il est possible d'avoir des leviers de stockage de cette énergie. C'est pas toujours possible de le faire. Et effectivement, parfois il y a des surplus. Pour les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, on contrôle pas forcément la source d'énergie, voilà, peut-être qu'elle est là. Par exemple, j'ai vu passer des news sur les mines de Bitcoin au Québec, qui utilisaient le surplus d'Hydro-Québec. Donc c'est existant, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, la question qu'il faut quand même se poser, c'est, est-ce que c'est tout le temps, comme le dit cet auditeur? Quelle est la part d'utilisation de l'énergie qui sert à générer est-ce que c'est vraiment tout le temps, de cette énergie-là? Ou même, est-ce que c'est la majorité du temps comme ça? Donc, Voir, est-ce que c'est une faible portion? Si le Bitcoin profite exclusivement du surplus, comme l'écrit l'auditeur, ça voudrait dire que le Bitcoin n'est miné que sur de l'énergie renouvelable, déjà. Ou une immense majorité, en tout cas. Donc, alors, j'étais sceptique, je l'avoue, mais j'ai cherché, et ça a été plutôt intéressant, finalement. Alors, cool. Déjà, comment on mine le Bitcoin? Parce qu'il faut quand même partir de là. Avec des cartes graphiques, monsieur. Pas du tout. Des cartes graphiques Nvidia Absolument. de haute... Non, mais bon, pas merde. Du tout. Non, le Bitcoin n'est plus miné depuis belle lurette sur des ordinateurs ou sur des GPU. C'est beaucoup trop lent. Non, il faut des ASIC, c'est-à-dire des puces spécialisées. Tu l'avais dit d'ailleurs. Voilà, il faut les Antminer, les machins comme ça. C'est des trucs qui sont vraiment fabriqués pour ça. C'est des machines qui n'ont aucune autre fonction. D'ailleurs, ce sont des machines qu'il faut produire et qui deviennent obsolètes relativement vite, puisque selon les cours et la difficulté, elles peuvent être plus rentables à un moment donné. Et dont la production participe à la pénurie de composants en ce moment? Oui, mais peut-être un peu, mais à la marge en fait, je pense. Non, parce qu'en fait, ils s'en produisent relativement peu, parce qu'il y a très peu de gens qui les utilisent, il y a que les mineurs en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un marché ultra niche. Par contre, le problème, c'est que comme elles servent à rien d'autre, quand elles sont plus rentables, elles partent direct à la poubelle, quoi. Ça constitue une source de déchets électroniques supplémentaires. On parle de millions de machines à jeter quand même. Il y en a quand même énormément, et puis au fur et à mesure, il y a les parcs se renouvellent partout. Il y a un article de Radio-Canada là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet pour là tout de suite. On pourrait en reparler, mais bon. Donc ces machines, en fait, ces machines, ces mineurs, donc ces petites machines exprès, elles consomment de l'énergie. Et c'est par là, en fait, qu'on connaît dans une fourchette assez large la consommation du réseau Bitcoin dans son ensemble. Donc pour le minage pur. Puisqu'en fait, on connaît le taux de hash global du réseau. Ça, c'est une donnée plus publique. Et on connaît aussi la consommation et le taux de hash de la meilleure machine de minage, de ce meilleur ASIC, et aussi celle du pire ASIC. Mais le pire ASIC, il soit encore rentable, parce que s'il n'est pas rentable, il n'est pas utilisé. Donc forcément, les gens sont quand même rationnels. Ouais. Donc on sait, en fait, on a une fourchette qui varie entre 40 et 445 TWh.
avec une valeur moyenne de 130. Donc tout ça, c'est selon le CCAF, donc c'est le Cambridge Center for Alternative Finance de l'université de Cambridge. Bon, voilà. Alors c'est une fourchette large, hein, c'est clair. Mais bon, même 40 TWh, l'estimation basse, ça fait beaucoup d'énergie. Donc on s'attend à voir les mineurs, évidemment, là où l'électricité est la moins chère. Alors si on regarde d'ailleurs sur Global Petrol Price, les prix moyens, il devient évident que ça peut pas être en Europe occidentale, hein, surtout pas en France et en Allemagne. Mais alors c'est où ? Bon, il y a plein de possibilités, il y a plein de pays où le prix moyen du kilowattheure est à moins de 10 centimes, mais comment on s'y prend ? Donc, c'est assez... donc, j'ai cherché aussi. Alors, il y a un article de février 2020 qui s'appelle d'ailleurs All That Glitters is Not Bitcoin, de l'université de Liège et de l'Institut autrichien des technologies qui s'amuse à analyser les IP pour savoir au moins en gros qui minent et qui sont les nodes. C'est génial. Donc, il se trouve que le réseau est pas si décentralisé puisque 50% des blocs sera miné dans 4 fermes chinoises. Les nodes, eux, sont en Occident. C'est ça qui est marrant, c'est que les nodes, en fait, qui s'occupent d'intégrer les blocs, ils sont chez Amazon, chez Google, OVH, et d'autres, hein. Mais par contre, le minage s'effectue à 65% en Chine. Bon, en fait, je suis débile, parce que je suis allé chercher assez loin, mais le CCAF, comme que je citais tout à l'heure, il donne aussi une carte et une répartition géographique. Et donc, aux dernières nouvelles, si on va sur le site du CCAF, on trouve qu'il y a 65% en Chine, 7,24% aux États-Unis, 6,9% en Russie, 6% au Kazakhstan. Il y a une évolution, hein, les Américains... La différence entre le premier et le deuxième est complètement incroyable en termes de proportion, d'ailleurs. Oui, mais les US deviennent de plus en plus importants. Bon, il y a des changements, mais bon, la Chine reste quand même le pays majoritaire du minage. Faut bien le dire. Donc, si on part du principe que la Chine consomme, allez, disons, 50 terawatts en minage, en gros, hein, pour simplifier un peu, on dit qu'elle fait 50% du minage de 100 terawatts, hein, voilà. On est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc c'est plutôt une estimation basse, hein, j'ai l'impression. Alors, d'après l'IEA, la Chine génère un peu moins de 2000 TWh d'énergie, hydro plus vent plus solaire, donc des énergies renouvelables comme ça. Et donc c'est tout à fait possible en fait que les 50 TWh utilisés soient renouvelables. La question c'est est-ce que c'est le cas ? Et là ça se complique, parce que pour faire une mine de Bitcoin rentable, il faut non seulement de l'énergie peu chère, mais il faut aussi du froid, parce que les machines chauffent, et les refroidir à la clim, ça coûte du fric. Donc c'est logique qu'on veuille des endroits froids. Donc de loin, la plus grosse part des énergies renouvelables en Chine est actuellement hydraulique. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe où, et c'est pas tout le temps d'ailleurs, parce que c'est pas tout le temps qu'on a des surplus, puisqu'il faut que les fleuves soient au max. Et c'est dans quelle proportion ? Alors, j'y arrive, mais ce qui est marrant, c'est que effectivement, il y a une saisonnalité, c'est-à-dire que ça correspond à des saisons quand les fleuves sont au max. Tu peux pas miner que la moitié de l'année, donc ça veut dire qu'en fait, il y a des migrations, c'est-à-dire quand la saison est trop sèche, on branche des machines plutôt vers la Mongolie et de le Sichuan, alors que dans la saison des pluies, on la branche le Yunnan et le Sichuan. Ah, ça sert d'indicateur plus fiable que la migration des oiseaux pour connaître les saisons, ça. Ah, c'est assez marrant, mais du coup, c'est très compliqué. Et heureusement, il y a le troisième rapport global. Alors, c'est le troisième rapport global sur les crypto-assets, hein, qui date de septembre 2020, et qui va me sauver de devoir passer des nuits à essayer de quantifier tout ça. Donc voilà, tous les liens sont dans les notes de l'émission, de toute façon. Donc le rapport est aussi issu de l'université de Cambridge, encore, d'ailleurs, donc il était pas très loin. Et en fait, ce truc est fait en collaboration avec une palanquée de boîtes du secteur. Et en page 26, alléluia, on trouve que 76% des mineurs utilisent des énergies renouvelables dans leur mix, mais que seulement 39% du hachage est produit par des énergies renouvelables. Et ça, c'est avec les données fournies par les sondés. Donc c'est en fait les boîtes qui font du minage aussi dire qu'ils sont consultés. Bon. Alors, il y a un autre chiffre dans le même rapport qui est basé sur la répartition de la consommation. C'est du déclaratif, si je comprends bien, c'est ça ? Alors, probablement, oui. Ces trucs-là, c'est probablement du déclaratif, ouais. Alors, il y a un autre chiffre, justement, qui est basé sur la répartition de la consommation et du hash par région, basé sur la carte dont j'avais parlé, en fait, et c'est 29%. Donc, c'est un chiffre auquel on peut arriver si on estime la part globale de renouvelables dans le mix de chacun des pays et leur prépondérance en tant que mineur. Donc, c'est une moyenne pondérée. Bon, 39% au lieu de 29%, en fait, ça s'explique probablement par la préférence des mineurs pour les renouvelables, ok, mais pas tout le temps, manifestement, puisque sinon, ça serait pas que 39%. Et donc, on retrouve cette notion de saisonnalité, en vrai. Donc, c'est par là, c'est à travers ça qu'on la retrouve. Les mines utilisent à certains moments des énergies renouvelables, mais pas à d'autres. Quand les fleuves sont trop bas, on continue à miner, parce que, évidemment, mais on continue à miner, si c'est du charbon, tant pis, en fait, hein, et c'est manifeste sur le découpage par région. Puisqu'en Asie, on mine autant sur du charbon que sur de l'hydraulique, donc ça, c'est dans le rapport, hein, de toute façon. Aux États-Unis, par contre, on utilise un petit peu tout, hydro, gaz, charbon, solaire, nucléaire, tout. Mais bon, voilà, enfin, pour faire court, 61% de l'énergie utilisée pour miner n'est pas renouvelable. Ce qui signifie que l'argument du surplus comme énergie que l'on consomme pour ne pas la gaspiller ne tient pas. En tout cas, elle ne tient pas pour les 61% de cette énergie qui n'est pas renouvelable. Alors, tout de même, presque 40% d'énergie renouvelable, dont certainement une partie en surplus
pour le coup un vrai surplus, même si je sais pas la quantifier cette partie, c'est quand même plus que ce que je croyais, donc c'est plutôt une bonne surprise. Même si la réponse à la question initiale c'est non, le Bitcoin n'est pas miné uniquement en utilisant des surplus d'énergie qui seraient perdus sinon, et c'est très loin d'être le cas. En fait, ce n'est vrai que pour une partie des 39% qui utilisent des énergies renouvelables. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça donne une proportion. Alors moi, je suis même surpris qu'on puisse avoir autant de précision dans les répartitions. Et c'est assez génial d'aller naviguer sur la carte. Je vois que la Russie, alors évidemment, est très très loin de la Chine, hein, mais est bien placée aussi a priori dans l'investissement qui peut être fait en termes de minage. C'est super intéressant et notamment cette répartition entre énergie renouvelable et non renouvelable, je pense, permettra d'apporter de l'eau au moulin sans mauvais jeu de mots évidemment. Merci Guillaume. Alors on le voit, hein, quand vous faites des retours, on les lit, et ils sont digérés et ils laissent place à de l'investigation. Donc continuez à nous faire vos retours, c'est intéressant. Bon, faut pas que ce soit un dialogue de sourds non plus, hein, mais n'hésitez pas à nous remonter des éléments qui pourraient être sujets à réflexion et où on pourrait creuser les éléments derrière pour qu'on essaye d'établir des réponses sur lesquelles on tombe tous d'accord. En attendant, on continue sans autre forme de procès avec les cryptos. En tout cas, on va parler de tout ce qui monte et de ce qui descend. Alors évidemment, il y a plein de cryptos là-dedans. On continue donc à parler notamment du Bitcoin avec Square qui devient là aussi un gros nom des investisseurs en Bitcoin, au même titre que Tesla, qu'on avait déjà cité dans les précédents épisodes, mais cette fois-ci on parle bien de Square et derrière Square il y a évidemment le papa de Twitter qui est le même papa, hein, finalement, Guillaume. Ouais, le Bitcoin ça monte et ça descend. La semaine dernière ça fait un peu le yo-yo, mais ça reste globalement assez haut, hein. Alors moi, quand je vais regarder, c'était 40 773 €, mais ça a changé depuis. D'ailleurs, ça fait dire à certains que le Bitcoin est à la croisée des chemins. C'est vrai que les convaincus persistent. Excuse-moi, Oui. Je suis désolé, tu fais référence à mon chiffre en intro et j'ai peur de m'être trompé. Non, c'était des dollars. C'était des dollars, non, oui, c'était des dollars de toute façon. Donc je sais pas, mais de toute façon, c'est vrai que ça change tous les jours. Bon. Mais ça reste très haut, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Même si ça a baissé quand même, sérieusement, la semaine dernière, ça reste quand même très haut. Et c'est vrai que Square en a racheté pour 170 millions de dollars supplémentaires, et on a Coinbase aussi, qui est une bourse crypto-monnaie majeure, hein, qui va passer public. Donc elle va intégrer le Nasdaq. Il faut dire qu'elle a un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars quand même, et qu'elle a fait un bénéfice de 322 millions l'an dernier. C'est joli, et c'est la première fois, c'est la première année positive qu'elle a. Donc Coinbase il a toujours cherché à être vu comme une bourse comme les autres en fait, à s'écarter de cette réputation un petit peu sulfureuse comme ça des cryptos. Donc elle a besoin des cryptos comme une force égalisatrice dans la finance, je cite, hein, avec des monnaies contrôlées par personne, hein, ni par un État, ni par une puissance privée définie. Cela dit, elle met aussi en garde que son business est entièrement dépendant du marché des cryptos et que donc, s'il baisse, elle pourra que suivre. Alors détail amusant, mais pas si anodin finalement, c'est Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, est listé comme personne impliquée, ou en tout cas en rapport avec l'entrée de Coinbase. Oui. On sait pas exactement qui c'est, hein, on le rappelle. On avait déjà parlé dans un épisode de plusieurs profils qui seraient susceptibles d'être Satoshi Nakamoto, mais c'est le pseudo, c'est le nom de la personne qui est derrière le développement, mais on sait pas qui c'est en vrai. Non, c'est très vraisemblablement c'est quasi certainement un pseudonyme, mais on n'a aucune idée de qui c'est en vrai, en fait. Bon, aucune idée. Il y a eu plein de possibilités, mais bon, honnêtement, on ne se connaît toujours pas son identité, et c'est pas si anodin d'ailleurs, parce que donc Satoshi est fondateur du Bitcoin, donc il en possède énormément, Satoshi Nakamoto. Il a un wallet Satoshi, évidemment, comme il était là au début, il a miné plus d'1 million de Bitcoin. Ce qui fait potentiellement de lui une des personnes les plus riches du monde. Mais justement, s'il le devient, le plus riche du monde, enfin une des personnes les plus riches du monde, et qu'il veut palper, c'est quand même presque 50 milliards de dollars d'actifs, hein, il va devoir les revendre, ce qui, à n'a pas douté, va créer un mini-crack. Et donc, l'identité de Satoshi est quand même un mystère, donc il est listé comme une sorte de risque potentiel aussi pour Coinbase, puisque, oui, c'est vrai que si jamais il lui prend d'aller de devenir une sorte de milliardaire du Bitcoin comme ça, oui, ça va être un petit peu compliqué. Alors, voilà, le Bitcoin... La bonne démarche pour Satoshi Nakamoto, ce serait de pas tout vendre d'un coup, ce serait de vendre petit, morceau par morceau, j'imagine. Et du coup, est-ce qu'on sait si son portefeuille a évolué dans le temps? Est-ce qu'on sait s'il y a des petits morceaux qui sont partis ou est-ce qu'il est resté toujours très fixe? Non, il est resté totalement fixe. Et à ma connaissance, le portefeuille de Satoshi n'a jamais bougé.
Donc c'est vraiment, enfin il me semble que... Si ça se trouve, il a perdu les clés, le blaireau. Mais il y en a plein, c'est-à-dire il y a énormément de bitcoins qui sont perdus à jamais, tout simplement parce que les gens ont perdu... Au début, si tu veux, il était facile d'avoir 2000, 3000 bitcoins en une journée, quoi. Au tout début, enfin ou même les premières années. Et il y a plein de gens qui ont miné pour le fun, qui ont des bitcoins, qui ont depuis perdu les clés, les disques durs sur lesquels ils avaient leurs trucs. Et tous ces bitcoins sont perdus à jamais, puisqu'ils sont impossibles à retrouver, puisque les wallets sont impossibles à retrouver. Ouais. Bon. On a cette anecdote d'un Anglais qui a demandé à sa décharge municipale le droit de vider la décharge parce qu'il se pense qu'il a acheté son disque dur qui contient les clés privées, mais a priori il était prêt à investir beaucoup d'argent parce que potentiellement il y avait beaucoup de bitcoin et ça lui a été refusé. Le pauvre, je pleure pour lui chaque jour. En tout cas, bon, le bitcoin est peut-être à l'aube d'une transformation, mais laquelle? Alors les avis divergent et chez Citi, on voit deux grandes possibilités. Alors Citi, c'est Citigroup, c'est une énorme boîte financière de New York, avec des filiales comme Citibank ou Banamex, qui est une banque au Mexique. Alors, les analystes de Citi, ils pensent qu'on est à un tournant. Il est possible que Bitcoin devienne un actif majeur, largement utilisé dans les transactions internationales, peut-être même comme futur emplacement au dollar. Cela dit, il reste prudent, parce qu'il y a quand même une correction de 11 000 $ qui a été reçue la semaine dernière, qui montre qu'il faut rester prudent. Alors j'exprimais moi aussi des doutes sur les challenges techniques et environnementaux évidemment que Bitcoin pose pour scaler, c'est-à-dire pour gagner en échelle, quoi, parce qu'il y a pour encaisser significativement plus de transactions. Et c'est vrai que c'est un truc assez compliqué. Alors je l'avais évoqué effectivement de manière assez peu précise la dernière fois. Donc si tu veux bien, on va préciser et faire tant pis, refaire un petit dossier Bitcoin pour repréciser un petit peu comment ça fonctionne. Mais est-ce que tu fais écho à la vitesse d'enregistrement, où en gros on fait un parallèle entre le fait que comme c'est décentralisé, forcément ça prend beaucoup plus de temps d'enregistrer une opération, là où quelque chose d'hyper centralisé, style les transactions chez Mastercard par exemple, c'est instantané, c'est ça. Oui, mais allons-y, t'as raison, reposons les bases, c'est bien. Et oui, donc pourquoi certaines personnes, dont moi, mais évidemment beaucoup d'autres personnes qui sont beaucoup plus experts sur le sujet, ont des doutes sur la possibilité au Bitcoin de scaler, donc comme on dit, donc Bitcoin c'est un réseau de nœuds qui ont chacun une copie de la blockchain complète, qui la mettent à jour toutes les 10 minutes. Alors cette durée de 10 minutes, précisément, c'est la spécification du Bitcoin, ça fait partie de la spécification, c'est pas un hasard, c'est comme ça, c'est dans le protocole. Donc la blockchain, c'est donc une chaîne de blocs. Alors, chaque bloc, c'est quoi? C'est un mégaoctet de données, et il contient un certain nombre de transactions. Donc chaque bloc de 1 méga contient un certain nombre de transactions. La taille moyenne d'une transaction, c'est dans les 380 octets. Donc les nœuds, pour intégrer le bloc, ils font des calculs massifs. Mais c'est pas parce que le bloc est difficile à intégrer, pas du tout. C'est un challenge de puissance de calcul imposé à tous les blocs, et celui qui gagne la course a une récompense en Bitcoin, et son bloc, après confirmation, est intégré. Donc le but, c'est la sécurité, parce que pour intégrer un faux bloc, un bloc contrefait, il faut que 51% du réseau soit d'accord. Alors ça veut dire aussi qu'il faut 51% de la puissance de calcul de tout le réseau pour gagner, et c'est pas possible. Si le réseau est vraiment très puissant, et qu'il y a beaucoup de mineurs, c'est pas possible. Mais bref, donc, toutes les 10 minutes, un bloc qui contient dans les 2600 transactions intègre la chaîne. Donc ça fait dans les 4,6 transactions par seconde. Et c'est indéniable que c'est peu. Rien que le réseau Visa, c'est dans les 2000 transactions par seconde, et on compte pas tous les autres réseaux de paiement, le cash, etc. Donc le nombre de transactions par seconde dans le monde, il est vertigineux évidemment, donc voilà, 4,6 c'est pas beaucoup. Et du coup, comme c'est pas beaucoup, il est indéniable que l'énergie consommée pour chaque transaction est horrifiant, puisque c'est facile à calculer. Puisqu'on a donc 400 000 transactions par jour, ça fait à peu près 146 millions par an. Or, par an, le Bitcoin, d'après le CCF, consomme annuellement, donc pour l'estimation moyenne, 128 TWh. Donc, et au moins 40 TWh. Donc, pour avoir une borne inférieure, on va prendre ce chiffre de 40 TWh. Donc, c'est la borne minimale. 40 TWh, ça fait 40 milliards de kilowatts. Donc chaque transaction, on prend au moins 274 kWh. Et plus vraisemblablement autour de 876 kWh. Et évidemment, c'est déraisonnablement énorme. Mais la question c'est, le Bitcoin peut-il encaisser beaucoup plus de transactions par seconde? Et à quel niveau de consommation? Et c'est peut-être contre-intuitif, mais le nombre de transactions par seconde et la consommation du réseau ne sont pas automatiquement liés. En fait, la consommation, elle est liée au nombre de mineurs et à l'énergie que consomme la machine. Donc, dans l'absolu, Bitcoin pourra encaisser 10 fois plus de transactions par seconde avec exactement la même consommation. Et de fait, dans le fait d'ailleurs, depuis 4 ans, le nombre de transactions par seconde du réseau ne varie pas énormément. En fait, il y a entre 3 et 400 000. Et pourquoi? Tout simplement parce que le bloc fait toujours 1 méga et qu'il est intégré chaque fois toutes les 10 minutes. Voilà, il faut toujours 10 minutes pour intégrer 1 méga. Alors, si on augmentait la taille du bloc,
ça changerait pas grand-chose à la logique. Hein. Le même nombre de mineurs ferait exactement pareil, et Bitcoin serait juste plus rapide. Et si on baissait aussi la durée de 10 minutes, on pourrait y gagner. Cela dit, il y a quand même d'autres considérations à prendre en compte. Alors lesquelles Bitcoin, c'est dans les 11 500 nœuds. Et quand un bloc est validé, il faut le propager à tout le monde, tout le réseau. Et ça prend du temps. Et il a été mesuré qu'en fait, il fallait 14 secondes pour propager le bloc à 99% du réseau. Ça veut dire qu'on ne peut pas raisonnablement trop augmenter le rythme d'incorporation des blocs dans la chaîne. Et ça, c'est pour des blocs de 1 mégaoctet. Si le bloc faisait 2 mégaoctets, il faudrait 2 fois plus de bande passante. Donc un bloc plus gros mettrait mécaniquement plus de temps à se propager. Donc s'il faut 14 secondes pour un bloc de 1 méga et 28 secondes pour un bloc de 2 mégas, en vrai ça sert à rien de faire des blocs de 2 mégas puisque tu peux pas les intégrer plus vite. Et si on baisse la limite théorique de 14 secondes, même si on imagine qu'on peut faire un bloc toutes les 14 secondes, donc un bloc de 1 méga, puisqu'on a dit que de toute façon sinon ça prendra plus de temps, donc admettons qu'on fasse 1 méga toutes les 14 secondes, ça donnerait 188 transactions par seconde. C'est mieux, mais même comme ça, c'est encore très largement insuffisant. Et bon, du reste, changer le temps entre deux blocs, ça va aussi changer mécaniquement la difficulté du challenge. Parce que tu sais, ce gros calcul que les nœuds doivent faire, en fait, sa complexité, elle est ajustée en fonction de la puissance du réseau, pour qu'ils mettent toujours 10 minutes à le faire, justement. Et si d'un coup, c'est 1 minute, mais la difficulté va être 10 fois moins importante. Et la récompense aussi, je suppose. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur le cours. Bon. En tendance, la difficulté est à la hausse, mais elle a pu baisser. À certains moments, c'est possible. Et parce que les mineurs jetaient l'éponge, donc il y a moins de mineurs, donc la difficulté est ajustée à la baisse, pour que ce soit toujours 10 minutes. Mais ça a eu des effets sur le cours du Bitcoin aussi, puisque les mineurs ont revendu, etc. Bon. En fait, la consommation du réseau, elle est liée à la difficulté du challenge, et à la récompense. Donc globalement, plus le cours du Bitcoin est haut, plus la récompense qui est en Bitcoin est élevée, et donc plus il va y avoir de mineurs. Et en retour, la complexité s'ajuste. Au plus il y a de mineurs, au plus la complexité monte, et donc le réseau consomme encore plus. Donc si le Bitcoin devient super mainstream, son cours risque de s'envoler. Donc là, il est déjà à 40 000 balles. Ouais, mettons. Alors que personne l'utilise en gros, sauf les investisseurs qui se l'échangent entre eux. Et si le Bitcoin, juste pour ça, consomme la moitié de la consommation globale de tous les data centers, qui est estimé à quelque chose comme 200 TWh, je crois. Donc, imagine un Bitcoin à 100 000 balles. C'est 2 fois plus de fric à se faire, 3 fois plus de fric à se faire. Donc ça va faire quoi? 2 fois plus de mineurs? Mais s'il y a 2 fois plus de mineurs, ça veut dire qu'il va y avoir 2 fois plus de machines et de consommation. Le mineur va consommer plus que tous les data centers du monde, sérieusement? C'est pas un peu hors de proportion? Alors ok, les récompenses vont baisser avec le temps, les ASIC deviennent de plus en plus efficaces, c'est vrai, mais en regardant les courbes, c'est assez clair. La consommation et le prix du Bitcoin sont corrélés, c'est pas un hasard. La consommation a triplé depuis 2018, et tout ça, je le rappelle que c'est une énergie qui est aux 2 tiers non renouvelable. Donc il y a 2 problèmes qui se posent à Bitcoin pour devenir le remplaçant du dollar, comme certains veulent le voir. C'est la consommation électrique qui est reliée au nombre de mineurs, et plus fondamentalement au principe de la preuve de travail, puisque les mineurs consomment parce qu'ils doivent faire des calculs, et c'est un reproche qu'on peut faire à Ethereum en version 1 aussi, et à Monero, et à Dogecoin même d'ailleurs. Bitcoin prend toute la lumière, mais en fait il y a une montagne d'autres cryptos qui font exactement pareil. Et bon, même si on admet que la conso est pas un souci, admettons qu'on s'en foute, mais il reste le problème structurel du scaling. Alors il y a eu des tentatives. Il y a le Bitcoin Cash, qui va augmenter la taille du bloc à 8 mégas, mais j'ai pas l'impression qu'en fait que les bitcoins alternatifs aient vraiment pris le pas sur le bitcoin originel. Et puis il y a aussi Lightning. Lightning résout le problème en faisant des batchs qui sont gérés off-chain. Donc seuls les batchs et pas les transactions individuelles vont être intégrés dans les blocs. Donc en gros, on rajoute une couche. Donc si on paye une pizza via Lightning, et Lightning utilise lui le Bitcoin. Donc Bitcoin est moins une monnaie qu'une infrastructure finalement. Donc si Lightning est la solution, ça pose la question de la nature de Bitcoin en fait. Est-ce que c'est une monnaie ou pas? En plus, Lightning ou pas Lightning, si tout le monde peut quand même utiliser directement le Bitcoin, la demande sur le réseau va quand même se traduire par une obligation de changer des trucs, je pense, à un moment donné. Voilà, j'ai déjà parlé énormément de Bitcoin, c'est vrai que je suis désolé c'est pas forcément un sujet de prédilection ni pour moi ni pour les auditeurs, mais voilà, on va en parler bien cette fois-ci, puis après je promets de pas parler de Bitcoin au prochain épisode. Ouais, mais je pense que c'est un sujet qui nécessite énormément de pédagogie finalement, parce que c'est un sujet dont on a déjà parlé et pour lequel on a déjà apporté une pédagogie par le passé, mais qui est revenu, je pense, dans le feu de l'actualité, et c'est toujours important de redétailler la manière dont ça fonctionne. Et on parle très très souvent d'ailleurs des usages de la blockchain. Alors c'est peut-être là aussi où il faudrait que tu reviennes sur l'explication, c'est ne serait-ce que ces terminologies,
aujourd'hui, pour les personnes qui découvriraient le sujet pour la première fois là dans ta café et qui s'intéresseraient au sujet. On parle des crypto-monnaies et de la blockchain. Peut-être que tu peux redétailler ce que c'est que cette blockchain, peut-être. La blockchain, en fait, c'est pas très compliqué en vérité. La blockchain, c'est un fichier, et dans ce fichier, il y a une succession de blocs. Alors, pourquoi c'est une chaîne? C'est parce que les blocs, en fait, se répondent. C'est-à-dire qu'il y a un bloc, un bloc répond au bloc suivant. Et en fait, ils se correspondent parce qu'il y a des signatures cryptographiques qui fait que si on change un bloc au milieu de la blockchain, en réalité, on change toute la blockchain qui suit. C'est-à-dire, c'est pas possible de changer qu'un bloc au milieu de la blockchain. Donc, c'est un fichier un petit peu particulier qui est immutable, on va dire. Oui. Est-ce qu'on pourrait donner l'analogie d'une série de dominos? Tu sais, t'as le 6 qui va en face du 6, qui s'enchaîne, si etc. Oui. Si t'enlèves un domino, finalement, les deux peuvent... Enfin bon, si t'en es que tous les dominos soient différents, ce qui est un peu bizarre, mais si, c'est un petit peu ça. C'est effectivement, la particularité de la blockchain, c'est que c'est une chaîne de blocs. Donc c'est des blocs, en fait, c'est des blocs de 1 méga, comme j'ai dit, dedans il y a des données, c'est des données, sont chiffrées peut-être, mais bon, c'est quand même des données, et en réalité, ces blocs sont enchaînés de manière, effectivement, à ce que tu puisses pas altérer un truc au milieu, et sans altérer le reste. Mais globalement, c'est juste une donnée, c'est juste c'est ce qu'on appelle un ledger, donc c'est un registre, et dans ce registre, il y a une liste de transactions qui ont été faites depuis le début du Bitcoin, et cette espèce de gros fichier, de gros registre, il est partagé par tous les nœuds du réseau, donc c'est décentralisé, et il faut s'assurer que tous les nœuds aient la même copie, évidemment, parce que toi, tu as des bitcoins, c'est dans ton intérêt de dire que si tu dépenses 10 bitcoins, tu gardes 10 bitcoins, tu vois, ce serait cool, au lieu de les dépenser. Mais le truc, c'est que justement, il faut éviter ça. Donc pour éviter ça, il faut que le réseau arrive à un consensus sur ce qui est la nouvelle blockchain après que la transaction ait été faite. Donc évidemment, si tu veux intégrer, toi, une arnaque, si tu veux arnaquer le réseau, il faut que le réseau, d'une part, le détecte, et de part, soit pas d'accord et rejette ton bloc. Et pour ça, il y a plusieurs algorithmes, en fait. Et l'algorithme de Proof of Work, c'est une manière de s'assurer, c'est une manière d'arriver à un consensus pour que, justement, tu ne puisses pas intégrer de blocs fallacieux. Je sais pas si je suis clair. Si, mais donc du coup, comme tu l'avais dit, il y en a d'autres, des méthodes. Il y a aussi la proof of stake, effectivement. Et c'est qui est une autre méthode, c'est-à-dire au lieu de demander à faire des gros calculs, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que on demande à faire des gros calculs. Le cœur du problème, en fait. Oui, sur la consommation énergétique, en l'occurrence. Oui, voilà, oui. En tout cas, pour la consommation énergétique, effectivement, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que là, le consensus, il se fait en force brute. C'est-à-dire que si tu veux intégrer un bloc, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes la course à la puissance, en gros, et que cette course à la puissance, tu la fais contre la totalité contre le reste du réseau, quoi. Donc et en fait, pour qu'il y ait consensus, il faut que 51% des nœuds soient d'accord avec toi. Et ça veut dire qu'il faudrait que tu gagnes la course avec 51% des nœuds. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu aies 51% de la puissance de calcul du réseau. Ce qui est pas possible si le réseau a une puissance de calcul démentielle, bien entendu. Enfin, ce qui est pas possible, à moins que le réseau soit particulièrement mal foutu ou décentralisé. Enfin, bon, bref, c'est pas totalement... Ou que t'aies un super secret magique qui fait que t'es super puissant. Voilà, mais le principe, c'est ça. Le principe, c'est, comme le réseau est extrêmement puissant au niveau calcul, toi, pour être plus puissant que 51% du réseau, il faut vraiment que tu vois, c'est pas pratique, quoi. Voilà. Donc, il y a une autre possibilité, qui s'appelle la proof of stake, ou qui s'appelle aussi preuve d'enjeu, en français. Et la preuve d'enjeu, le raisonnement de base, c'est le même, c'est-à-dire qu'on a toujours un registre, une blockchain. Cette blockchain, elle est toujours partagée par tous les nœuds qui maintiennent le réseau, sauf que, à la différence de la proof of work, là, le consensus ne se fait pas par un calcul. En réalité, chaque nœud du réseau a un grand nombre de pièces, un grand nombre de tokens, donc d'Ethereum par exemple, d'Ether, pour Ethereum V2, puisqu'Ethereum V2 est proof of stake. Donc chaque nœud a une grosse quantité d'Ether qui met en jeu. Donc sur ce réseau qui fait donc des milliers de nœuds, on choisit au hasard un des nœuds, pour intégrer un nouveau bloc. Il va intégrer un nouveau bloc. Ensuite, le bloc est contrôlé par le reste du réseau. Si le bloc est bon, le nœud qui a intégré le bloc va recevoir une petite commission, donc il va recevoir de l'argent. Si par contre le bloc est faux, alors là, attention, le nœud va être puni. Si le bloc est faux, il va perdre de l'argent. Il va perdre une grosse partie des tokens qu'il a mis en jeu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire une attaque et briser et niquer le consensus, il va falloir que tu aies 51% des nœuds qui proposent un faux bloc, un bloc dans lequel tu as 2 fois le fric, en gros, tu vois. Mais si tu fais ça
ça veut dire que il faut que tu sois sûr de toi, parce que si jamais tu vas à 51% du state des nœuds de ton côté, tu perds tout ton fric. Donc, donc ça veut dire, c'est pour ça que c'est une preuve d'enjeu, parce que chaque nœud met en jeu une grosse somme d'argent, et qu'il est susceptible de la perdre, donc il n'a pas intérêt à essayer de niquer le réseau. Il a intérêt à se comporter correctement. Parce que s'il se comporte correctement, il gagne de l'argent. S'il se comporte pas correctement, il en perd. Donc c'est là-dessus que la preuve d'enjeu se base, en fait, hein, sur cette espèce de consensus différent. Voilà, c'est un consensus complètement différent. Et qui est plus économe en énergie, du coup, en consommation d'énergie, évidemment. Enfin, économe n'est pas le terme. Mais enfin bon, vous avez compris le sens. Bien sûr que si, puisque justement, comme les nœuds, là, dans Bitcoin, les nœuds intègrent les blocs, et ils doivent faire le calcul. Ils doivent faire le minage. Donc, ils doivent faire le calcul pour faire la preuve de travail. Dans la preuve dans la proof of stake, en fait, il n'y a pas de preuve de travail du tout. Le seul travail qui est effectué, c'est être en ligne, attendre qu'on te demande de mettre un bloc, intégrer le bloc dans ta blockchain, discuter un petit peu, voir, voilà, est-ce que ça va, tout va bien, voilà, ensuite, consensus, tout le monde est d'accord, et on passe à autre chose. Et ça n'a rien à voir, ça consomme 100 000 fois moins d'énergie. Ouais, bien sûr. Non, il n'y a pas les consommations liées au calcul, évidemment. On a bien vu l'identification des deux, mais effectivement, tu l'avais déjà bien expliqué, mais je pense que c'était bien aussi de le redétailler. Tu as d'autres éléments d'ailleurs que tu voulais nous partager sur l'utilisation de la blockchain, notamment un truc qui a pas mal été commenté et partagé là ces derniers jours, c'est les NFT. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que cette nouvelle utilisation de la blockchain qui permettrait d'authentifier en gros des propriétés, hein. Enfin, on pourrait l'imaginer à plein de choses. Mais bon. Ouais, c'est parce que Grimes a vendu dernièrement pour $6 millions sur Nifty Gateway. Alors bon, c'est de l'art digital, donc c'est des images, des vidéos, et ça a absolument rien de particulièrement original en soi, hein, parce que voilà, le seul truc c'est qu'elle l'a fait sur Nifty Gateway, qui utilise la blockchain Ethereum. Donc quand vous achetez une œuvre d'art, votre titre de propriété va se retrouver sur la blockchain Ethereum. Bon, acheter des œuvres artistiques en format numérique, c'est pas d'hier, hein, les studios de jeux vidéo font ça depuis toujours quotidiennement, il y a absolument pas besoin d'une blockchain pour ça, hein, bien entendu. Alors Nifty Gateway fait la promo de son modèle d'une manière qui me semble d'ailleurs assez trompeuse, hein, puisque en gros, il évoque, je sais pas si t'as vu sur le site, il évoque une épée achetée sur World of Warcraft qui disparaît quand Blizzard coupe les serveurs. Bon, ok, là vous achetez des images, des vidéos, ils vont pas disparaître sur votre disque si Nifty se casse la gueule. Bon, autre argument évidemment, c'est que votre titre de propriété, il est sur la blockchain, donc il est immuable, il est éternel. Bon, en fait, non, en fait, hein, c'est que Nifty ne fait que remplacer une infrastructure informatique par une autre. Hein, donc là, tu remplaces les serveurs de Blizzard par le réseau Ethereum. Mais ça reste une infrastructure informatique, hein, le réseau Ethereum, hein, c'est pas éternel. Le fait qu'elle soit décentralisée ne la rend pas totalement immortelle. Alors si ça l'isole des décisions d'une seule personne, d'une boîte, ok, c'est vrai. Mais si pour une raison X ou Y, après-demain, Ethereum n'est plus rentable à miner, il n'y a aucune garantie qu'elle continue à exister. Hein. Parce que dans 100 ans, est-ce que Sony existera toujours ? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Dans 100 ans, est-ce qu'Ethereum existera toujours ? Je sais pas, peut-être pas. Ça devient aussi un peu une question de croyance et d'opinion à ce niveau-là, quand même. Hein. Bon, cela dit, cette boîte donc qui est soutenue par les jumeaux Winklevoss, qui sont milliardaires en Bitcoin, elle met de la blockchain là où il n'y en a pas vraiment besoin, en vrai. C'est juste pour donner le sentiment de sécurité à l'acheteur, tout simplement. C'est sur l'Ethereum, donc ça est éternel, gna bon. Cette sécurité ressentie, avec laquelle il faut garder donc un certain recul, qu'est-ce qu'elle coûte ? Ça, on le sait en fait, hein, ce qu'elle coûte, parce que tout ce que j'ai déjà dit à propos de Bitcoin, ça reste dans les grandes lignes valables pour Ethereum V1, donc la première version d'Ethereum. Donc l'article d'Ocula, qui est en lien dans les notes, là, relaie un post médium de Memo Atken, qui a estimé le coût énergétique des transactions NFT. Donc la transaction moyenne coûterait 76 kWh, ça c'est pour un achat par exemple. Mais bon, si tu es un artiste fécond sur Nifty, en 6 mois, tu peux brûler l'équivalent de 260 MWh d'énergie. Ça, 260 MWh, c'est peut-être plus que je consommerais dans ma vie. Donc, bon. Pour résoudre un problème qui n'en est pas vraiment un, en fait. Enfin, qui a déjà une solution qui fonctionne très bien en l'état. Oui, c'est une illustration de plus, hein, que la proof of work induit des consommations qui sont disproportionnées. Alors, justement, Ethereum est passé en V2, donc en proof of stake, en fin d'année dernière. Et sa consommation est dérisoire en comparaison, puisque les serveurs ne font pas de calcul inutile. Et il y en a d'autres d'ailleurs, hein, des trucs proof of stake. Hein. Il y a Dash, en preuve d'enjeu aussi, il y a Neo. Le système résout presque tous les problèmes de Bitcoin ou Ethereum V1. Et aussi la congestion du réseau d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs aussi le problème sous-jacent de la centralisation en ferme géante. Hein, parce que le Bitcoin, c'est bien beau, c'est décentralisé, mais enfin bon.
En gros, c'est les gros fermiers hein, qui possèdent Bitcoin. Hein. C'est pas toi et moi. Hein. Toi et moi, on possède que dalle en Bitcoin. On peut pas miner du Bitcoin. Donc en fait, c'est pas si démocratique que ça, le Bitcoin. Le Bitcoin, si t'as pas une ferme géante monstrueuse avec des ASIC spécifiques, t'existes pas. Hein. Le vrai réseau, il est là-bas. Hein. Donc la consommation inutile, la fabrication de matériel comme les ASIC aussi, elle est ou les CMP d'ailleurs de Nvidia dont on va parler, elle est résolue par le truc de Proof of Stake. Et d'ailleurs, Ethereum 2 donc a déjà plus de 5,4 milliards de dollars en staking. Donc l'intérêt est là. Et j'ai hâte, en fait, et j'espère, que des systèmes qui soient vraiment plus modernes mettront rapidement les monnaies Proof of Work au placard. Parce que pour moi, clairement, le Bitcoin, technologiquement, c'est has-been, tout simplement. Ouais, c'est un massacre en plus énergétique, effectivement. Une dernière illustration pour bien apporter de la pédagogie qui va bien sur la blockchain, c'est celle, alors des virus qui sont capables de parler à leur centre de commande, mais surtout d'identifier ces centres de commande avec leur IP parce qu'elle est inscrite dans la blockchain. Alors c'est un petit peu particulier, là aussi ça nous demande un petit peu de pédagogie, Guillaume. Oui, alors c'est encore Bitcoin, c'est un truc presque anecdotique en fait, hein, c'est pas pour renforcer le cliché. Ah mais c'est rigolo quand même. Ouais, je sais que ça pourrait donner l'impression que ça renforce le cliché de Bitcoin cercle malfaiteur, alors que c'est pas vrai pour le coup, mais c'est amusant de voir une utilisation créative en fait hein, du réseau Bitcoin comme stockage sûr, inaltérable, même d'adresse IP pour un malware, parce que c'est un botnet en fait. Un botnet, c'est un réseau de machines avec un malware dessus, hein, qui communique avec un serveur de contrôle qui leur demande de faire des trucs sur les machines infectées. Donc, des attaques de déni par déni de service, par exemple. Du spam, miner du Monero, loguer les saisies clavier, ce que tu veux. Et donc, chez Akamai, ils ont trouvé un malware qui va consulter un wallet Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Sur les 2 dernières transactions, les sommes en Satoshi forment une adresse IP de repli. L'adresse backup, hein, si l'adresse principale ne répond pas. Excuse-moi, il faut qu'on reprécise un Satoshi. C'est la plus petite unité, c'est l'unité. Ouais, c'est la plus petite, c'est le centime du Bitcoin en gros, hein, sauf que c'est pas un centième, c'est 1 milliardième, 1 millionnaire. En fait, je sais même plus d'ailleurs combien c'est, mais c'est une unité extrêmement petite de Bitcoin. Et donc effectivement, ça représente des sommes qui sont très très faibles. Parce que voilà, les mecs, ils allaient pas mettre 4 bitcoins à 50 000 $ pour changer les trucs. Donc c'est des Satoshi, c'est des toutes petites sommes en bitcoin. Et donc c'est assez rigolo. Alors c'est pas la première fois que les malwares font preuve de créativité. On avait déjà eu un qui allait chercher les métadonnées sur les photos de Photobucket. Il y en avait sur les commentaires de publications Instagram aussi. Ah bah même ça, tu vois, c'est quand même marrant. Alors tu pouvais toujours demander à ce que la photo soit dégagée, mais là la blockchain par contre elle reste. Ouais. C'est ça le truc, c'est que la blockchain elle reste là. On peut pas dire à Bitcoin, je veux que tu vires ce bloc là. Bon par contre, ça, pour le coup, en réalité, la manière dont est codé l'IP est pas très stable finalement, puisqu'il suffit d'envoyer des satoshis sur le compte. Et ça fausse le truc. Alors les malfaiteurs peuvent aussi envoyer des sous pour corriger le tout, mais à chaque fois, ça coûte quelques dollars. Bon, c'est assez marrant. Alors ça préfigure peut-être des malwares qui feront des smart contracts pour se protéger. Enfin, moi, je sais pas. Pour l'instant, c'est une anecdote marrante. Écoute, bon, on a fait un super morceau de cet épisode. Je pensais pas que ce serait aussi costaud, mais je pense que c'est bien. Non, mais je pense que je vais orienter le titre de l'épisode comme étant un document de référence autour du Bitcoin. Il fallait en discuter. Quand même. Bon, on a été complet. On a quand même. Tu nous as abordé beaucoup d'aspects assez fondamentaux du Bitcoin pour ceux qui auraient besoin d'une remise au goût du jour. Je pense que c'est fait. En attendant, on va vous faire aussi une mise à jour sur l'affaire des actions GameStop qui avaient été manipulé notamment par Reddit. En fait, il y avait plusieurs facteurs qui ont amené à cette manipulation. On l'avait dit dans des épisodes récents de Tech Café, donc remontez le flux du podcast si jamais vous voulez l'explication complète. Mais donc on aurait du nouveau sur les actions de bot Twitter. Ouais, dans la famille des trucs qui montent et qui descendent, il y a GameStop. Alors GameStop est de retour à 131 $ hier. Alors c'est magnifique, hein. C'est n'importe quoi. Le retour. Je sais pas pourquoi. En vrai, tellement personne ne sait pourquoi que on a attribué ironiquement la hausse à un post Twitter de Ryan Cohen sur laquelle il y avait une magnifique crème glacée vanille. C'est très bon les sundaes. C'est ça, c'est un gros sundae. Alors bon, Ryan est membre du board de GameStop, donc c'est logique forcément. Non, en fait, pas vraiment, mais GameStop a aussi perdu John Bell, son directeur financier. C'est un départ qui peut être interprété. Ce qui est sûr, c'est que GameStop et Dogecoin ont aussi été poussés par des bots sur Twitter, en fait, sur Facebook et Instagram aussi. C'est Peak Media qui le révèle. Il y a des dizaines de milliers de bots. Bon, pour Steve Hoffman de Reddit, ils ont eu un impact négligeable, mais bon, allez savoir, ça c'est très difficile de mesurer ce genre de truc. Donc à suivre effectivement. Un
alors, je l'avais pas en tête celui-ci, des infos sur les centres médico-psychologiques crypto-mining processors. Ouais, on en sait un peu plus. Bon, ça reste une fuite sur les CMP, les centres médico-psychiatres, non. Les crypto-mining processors de Nvidia. Excuse-moi. Allez voir les notes des émissions à chaque fois. Je sais que vous êtes plusieurs à aller consulter les notes des émissions pour connaître la patte et la plume de Guillaume Poggiaspala pour les notes de l'émission. Allez-y, hein, ça vaut toujours le détour. Enfin bon, du coup, les CMP, ça sera 4 cartes, dont 3 basées sur l'architecture Turing. Donc, en fait, c'est la génération 2000. Et une sur la génération Ampère, donc génération 3000. Donc cette dernière est donnée pour 90 MHz en Ethereum, hein, pour ceux qui connaissent. Et les autres pour 30, 40 et 50. Alors je suis presque surpris, j'aurais pensé qu'ils se rabattraient sur des archives un peu plus vieilles. Mais bon, ça permet de réutiliser les PCB déjà disponibles aussi, je pense. Et à fort à parier que ces cartes n'auront pas de sortie vidéo et qu'elles pourront avoir des unités défectueuses, hein, qui impactent pas le minage, donc les RT, les sensors comme ça qui sont un peu niqués. Bon. Du coup, la question se pose de leur usage après, la vie, parce qu'à un moment donné, ça sera plus rentable. Alors, une carte sans sortie, ça intéressera pas grand monde au-delà du calcul de performance. Si certaines unités Tensor sont inactives, ça va limiter encore plus, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de ces cartes après. Bon, en tout cas, Nvidia n'hésite pas à capitaliser sur la hausse des cryptos, hein, et d'ailleurs, financièrement, ça a la grande forme, 5 milliards de chiffre d'affaires, le gaming en hausse de 67%, malgré la pénurie, hein, dont souffre sans doute le secteur dont souffre probablement le secteur auto qui en baisse, par exemple. Mais bon, son bénéfice net a bondi de 55% à 2,8 milliards. Bon, c'est sans avoir pu vendre autant de cartes que possible. Donc il y a une demande énorme et qui est pas du tout saturée. D'ailleurs, la demande, elle est de l'ordre de 30% supérieure à l'offre en ce moment, en moyenne, au niveau des composants électroniques. Donc ces MarketWatch, en fait, voient pas de raison que ça s'arrange en 2021. Donc la pénurie... Même pas avant Noël. Non, la pénurie pourrait durer toute cette année, en fait. Elle n'est pas arrangée par des facteurs qui sont environnementaux et qui sont parfois inattendus, comme les sécheresses. Parce qu'on l'oublie, mais la fabrication des composants, ça consomme énormément d'eau. Alors ça, je savais pas. Je l'ai découvert en préparant l'émission sur la base des notes que tu avais collectées et je suis étonné que ça consomme autant d'eau. Je le pensais pas. C'est dingue. Par exemple, il faut polir les carottes. Tu sais, t'as des grosses carottes de silicium, là, qu'on coupe en tranches super fines. Bon, mais ces trucs, il faut les polir. Donc, il faut les polir. Quand tu polis, ça chauffe, donc il faut refroidir. Après, il faut rincer. Il faut donc refroidir aussi les installations, toutes les trucs, là, qui gravent les machins. Évidemment, il y a énormément de produits chimiques, hein, qu'on applique un petit peu tout le temps, donc il faut rincer tout ça énormément. Et donc il faut beaucoup d'eau, genre des millions de litres par jour quand même. Hein. Et à Taïwan, le problème c'est que c'est la sécheresse. Il y a un manque de typhon et un rationnement d'eau qui s'annonce, donc voilà, et TSMC avait vraiment pas besoin de ça. Et donc il en arrive à faire venir par camion et par tanker des tonnes d'eau à $1000 le camion. Mais c'est pas grave, hein, c'est mieux que de mettre les usines à l'arrêt, parce que tous les réservoirs du pays sont dangereusement bas. Donc voilà, autant dire que choper une PS5 risque de rester difficile. Ils font tout ce qu'ils peuvent, hein, chez Sony, évidemment, hein, puisqu'ils ont quand même au moins autant envie de vous vendre une console que vous avez envie d'en acheter une. Bah oui. Mais bon, Jim Ryan ne peut rien promettre, hein, même pour Noël prochain. La situation devrait s'améliorer progressivement quand même. Mais je cite, il n'y a pas de baguette magique. Eh ben, on espère, on croise les doigts. En tout cas, si vous voulez une PS5, on croise les doigts pour vous. On va changer de rubrique avec, là aussi, un titre, mais que je relayerai pas à l'oral. On a plusieurs news. On va vérifier si elles sont garanties dans le temps. Au sujet, donc, comme je le disais en intro, des SSD, donc les disques de stockage sur les ordinateurs Apple, qui sont désormais propulsés avec le fameux processeur M1, qui aurait une fâcheuse tendance à écrire trop, hein, Guillaume, et ça aurait ça pourrait même les amener à remettre en question leur durée de vie. Alors, oui. Alors, c'est vrai que je schématise, je reprends la tendance. Les SSD des Mac pourraient passer l'arme à gauche dès l'année prochaine, disent certains. Non, en fait, sans doute pas. Il y en a qui disent même 6 mois, sans mais bon, pas. Ça me paraît... Mais quand même, c'est vrai que certains utilisateurs voient leur nombre maximum d'octets écrits monter à 13%, alors que bon... Les Mac M1 ne sont pas sortis depuis hyper longtemps. C'est pas rassurant, ça concerne en particulier les Mac M1, mais il y a aussi certains processeurs d'Intel qui ont eu des valeurs étranges. En fait, c'est que les SSD sont des flashs, hein, donc leurs cellules s'usent à l'écriture. Donc sur un SSD, il y a toujours un peu d'espace supplémentaire, et surtout le contrôleur utilise des techniques pour écrire le moins de fois possible au même endroit. Donc un peu partout, quoi. Il répartit la charge. Il répartit un petit peu partout, mais surtout pas écrire au même endroit, sauf si c'est vraiment obligé. Donc il écrit un petit peu partout, c'est libre. Donc reste qu'il existe évidemment une quantité d'octets maximale qu'on peut écrire sur un SSD en ayant la certitude ou quasi-certitude qu'il n'y ait pas d'erreur.
c'est le TBW, le Total Byte Written, donc ça indique la durée de vie en fait, hein. Donc au moins la santé de votre SSD. Donc quand 100% du maximum de Total Byte Written est atteint, bah, ça peut encore marcher sans souci, hein. Mais c'est plus garanti. C'est une histoire de garantie en fait, une garantie constructeur sur la fiabilité des données stockées, quoi, exactement. Grosso modo. À partir de ce moment-là, des cellules peuvent péter ça et là un peu n'importe quand, on sait pas trop. Bon. Et donc, quand on a une magnifique... Des clés privées de ton portefeuille Bitcoin, par exemple, elles peuvent être perdues irrémédiablement. Mais c'est vrai que c'est quand même ballot quand on a une magnifique machine super fine et trop belle dans laquelle rien, et surtout pas le SSD, n'est remplaçable. C'est quand même dommage, hein. Donc au rythme où vont certains Mac, c'est vrai qu'encore 2 ans, le Mac sera atteint et peut-être qu'on commencera à avoir des erreurs. Alors attention, c'est tout à fait possible que ce soit un bug du logiciel de diagnostic et que ce soit juste pas vrai du tout. Mais enfin, c'est aussi possible que ce soit un bug de macOS et que le système, pour une raison obscure, écrive comme un malade sur le SSD. Bon, c'est quand même bizarre cette histoire, donc on vous en reparlera sans doute s'il y a des éclaircissements. Ouais, ce serait plus probable que ce soit un bug d'ailleurs de l'outil statistique, parce que on imagine qu'une sursollicitation comme ça se verrait peut-être ailleurs, bon ou pas d'ailleurs, mais comme tu le disais, il y a pas que les Mac M1 qui ont l'air d'être concernés, il y a aussi quelques Mac Intel, donc ça pourrait être macOS. Bref, effectivement, on vous tiendra au courant. Allez, du nouveau du côté de nos chiens robots de Boston Dynamics qui sont tellement Black Mirroresque, Guillaume. Et oui, Hyundai qui a donc racheté à SoftBank Boston Dynamics. Qui avaient racheté eux-mêmes à Google. Qui avaient racheté, ils s'arrêtent pas d'être rachetés. Ils ont donc revendu des spots sous la forme de DigiDog. Et DigiDog, en fait, c'est le nom que donne la police de New York à Spot, à ces chiens robots quadrupèdes, qu'ils utilisent pour, donc les flics utilisent des spots en fait, hein, donc des robots quadrupèdes, pour aller voir dans les maisons, voir s'il n'y a pas de danger. Donc c'est des robots qui sont pas armés, rassurez-vous, mais qui ont des caméras un petit peu partout et qui peuvent se balader comme ça. Alors c'est très pratique parce que par rapport au truc à roues, ça peut monter les escaliers, ça peut aller dans les maisons, ça peut aller partout où un chien ou un humain peut aller en fait, hein, ça peut monter les escaliers à l'étage, ça peut faire tout. Donc c'est super pratique, ça permet, en fait, voilà, comme le dit Alexandra Ocasio-Cortez, c'est un drone au sol, tout simplement, qui peut donc se balader, et ça c'est quand même pas mal. Alors ils l'ont utilisé à bon escient, hein, plus ou moins, parce que ils sont allés voir s'il y avait personne, donc ça permet de préserver la sécurité des policiers. Le drone n'est pas armé, donc pour l'instant on ne peut rien dire. Il a une autonomie de 90 minutes, qui marche à une vitesse de 4 km/h. Évidemment, ça évoque Black Mirror, évidemment ça inquiète. Ça inquiète aussi parce que c'est quand même un robot qui filme tout à 360 degrés s'il veut, et c'est vrai qu'il peut se balader partout, il est très discret, quoi, hein, donc ça interpelle. Voilà. Même si, faut pas rêver, hein, c'est pas la première fois, en fait, que donc la police d'Albuquerque avait déjà utilisé un robot pour déployer des armes chimiques en 2014, hein, et en octobre dernier, il y avait aussi un spot qui avait été envoyé par la NYPD. Donc, on va pas se mentir, hein, les robots, chiens ou pas, mais probablement les robots chiens, les robots comme ça, très versatiles, ça va devenir la norme, je pense. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est peut-être un robot spot coûte $74 000. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Voilà, c'est peut-être une question de répartition des moyens. Mais c'est vrai que si la police a les moyens, je pense que c'est évident qu'elle achètera des robots spot à l'appel. Ouais, il faut voir combien coûte un vrai humain policier à côté, même si évidemment l'objectif c'est pas de les remplacer, hein, c'est plus des outils. Moi, je suis extrêmement favorable sur l'utilisation par les autorités, de ce type d'outils. Je trouve que ce serait vraiment même l'utilisation presque parmi les plus évidentes et les plus pertinentes à mes yeux. Mais je serais vraiment ravi si ça pouvait se faire effectivement avec une certaine forme de transparence et d'ouverture et de communication pour que les citoyens soient accompagnés dans cette transition que je trouve vraiment géniale pour la sécurité globalement, mais qui évidemment soulève des questions, donc il faut des réponses et il faut de la transparence là-dessus, ça, moi j'en suis convaincu. Allez, c'est la minute fusée, Guillaume. Oui, des petits soucis pour Virgin Galactic, Blue Origin et Starlink. Alors chez Virgin Galactic, le VSS Unity a eu une panne moteur lors d'un test, donc les touristes spatiaux vont devoir attendre. Le calendrier est repoussé d'une bonne année, les premiers vols habités n'arriveront pas avant 2022. Et c'est même chose en substance pour New Glenn, qui est donc l'énorme fusée de Jeff Bezos. Oui, il l'appelle comme ça, sa grosse fusée, Glenn. Pourquoi pas? En tout cas, Blue Origin... Tu l'appelles comment, ta grosse fusée? Oui, alors, je le savais. Alors, New Glenn. Je savais, donc New Glenn. Je sentais ça. En tout cas, Blue Origin a toujours eu pour ambition de concurrencer SpaceX, hein, quoi qu'il arrive, et donc autant avec Falcon 9 qu'avec Spaceship. Alors la différence, c'est que Jeff voulait aller très vite et sauter des étapes. Donc Blue Origin voulait passer directement de New Shepard et New Glenn. Donc une fusée, c'est quand même... New Glenn, c'est une fusée incroyablement ambitieuse, parce qu'elle fait quand même 100 mètres de haut et elle est réutilisable. En tout cas,
le booster réutilisable. Ce que j'adore, c'est l'image sur le côté, c'est une plume, j'adore. C'est pas beau, c'est pas beau ça. C'est vrai que dès 2017, Bob Smith ne croyait pas à ce qu'il soit possible dans les 3 ans de le faire, quoi. Il avait raison, un calendrier affiné rapporte le premier vol de New Glenn fin 2022. Et donc, évidemment, outre la difficulté de mettre au point de presque de zéro une fusée réutilisable qui soit grosse comme Saturn V, Blue Origin a aussi d'autres contrats, tout simplement, et puisqu'ils doivent livrer des moteurs BE4, c'est les moteurs qui vont propulser le gros Glenn à terme. Donc ils doivent livrer ces moteurs à United Launch Alliance, et il est en compétition d'ailleurs avec Lockheed Martin aussi et Northrop Grumman pour créer un lander lunaire. C'est vrai que c'est un projet de lander aussi. Alors c'est une course, et la NASA fin avril va choisir son petit préféré, donc on sait pas. Et donc ils sont très occupés. Donc entre Jeff qui a eu les yeux plus gros que le ventre et les autres priorités, Glenn va attendre probablement jusqu'à 2023 en fait. Mais bon, tant que Spaceship continue à finir ses vols en flammes, ça roule, pas de problème. D'ailleurs, pour finir avec SpaceX, Starlink annonce une amélioration notable de sa connexion avec des débits doublés à 300 mégabits seconde et des latences moitié moindre, donc à 20 millisecondes. Fin 2021, la constellation devrait aussi être accessible de presque partout dans le monde. Ça y est, ça serait vraiment global. Alors, la densité de satellites sera encore faible, et le nombre max d'utilisateurs, du coup, par zone géographique, en sera limité. Mais bon, voilà, donc la prochaine étape, ce sera de densifier le réseau. Donc on verra. Et a priori. Oui, vas-y. A priori, il y a eu des autorisations pour la distribution Starlink en France ou en Europe, je sais plus. J'ai vu passer ça rapidement, j'ai pas de lien à donner dans les notes d'émission. On verra effectivement si les promesses sont tenues bientôt, effectivement. Et notamment, ça intéressera ceux qui sont en dehors des villes, en dehors des environnements urbains, pour avoir des connexions qui seront, à mon avis, imbattables par rapport à ce qui est proposé à côté. On passe à la rubrique jeux vidéo. Tu parlais de la PS5. Peut-être que vous n'aurez toujours pas de PS5 à Noël 2021. Je vous souhaite d'en avoir une. En tout cas, ce qui est sûr que vous n'aurez pas à Noël 2021, c'est un PlayStation VR pour la PS5. Mais, malgré tout, Sony travaille dessus, Guillaume. Ouais, beaucoup de Sony, en fait, cette semaine, puisque Jim Ryan, le boss de PlayStation, a donné une interview à GQ, et puis il y a eu le State of Play aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Donc Sony prépare un nouveau PSVR, donc plus simple, avec un seul câble, une meilleure résolution et un meilleur champ de vision. Bon, étant donné que le PSVR est très perfectible à peu près de tous les niveaux, on s'y attendait un peu. Et comme les manettes, qui sera plus moderne, vraisemblablement avec un retour haptique à la DualSense, bien qu'on n'ait pas de détails. Alors, on ne sait pas grand-chose, sauf que c'est pas pour cette année, effectivement. Donc, mais on a quand même eu pas mal de dates de sortie avec le State of Play. Donc on a eu la date de Returnal pour le 30 avril, on a eu Kena pour le 24 août, c'est quand même loin, ça, dommage. Deathloop pour le 21 mai, Oddworld pour le 6 avril, FF7 Remake amélioré PS5 pour le 10 juin. Il y a eu 2 jeux mobiles dans la foulée. Et puis il y a eu Sifu d'ailleurs, aussi une nouveauté, un beat'em all kung fu assez stylé pour 2021, mais c'est pas trop quand. Donc plus tard cette année, comme Solar Ash aussi, qui sera plus tard cette année, mais pas comme Gran Turismo 7 qui est repoussé à cause du virus pour 2022. Donc j'en profite pour rappeler d'ailleurs que Play at Home est de retour, comme l'an dernier. Donc vous pouvez avoir des jeux gratuits offerts par Sony entre mars et juin. Donc vous pouvez d'ores et déjà... C'était pas gentil, oui, attends. Ratchet & Clank déjà. Vous pouvez y aller, le télécharger, c'est que le début, donc voilà, vous avez un petit mois pour le faire, ça serait dommage de s'en priver. Alors des jeux Sony, il y en aura aussi sur PC. Après l'expérience concluante d'Horizon Zero Dawn, il y en aura d'autres. Il y aura Days Gone qui est prévu pour ce printemps. Alors bon, je sais que c'est toujours étonnant de voir des exclus PlayStation sur PC. C'est vrai que c'est bizarre, ça. On pourrait même se demander si c'est pas contre-productif. Mais attention, c'est des exclus donc des exclus qui n'en sont plus, qui sont absolument pas des nouveautés. Days Gone a 3 ans, Horizon aussi, donc il s'agit plutôt de donner une seconde vie à des jeux qui ont été rentabilisés et qui peuvent être encore plus rentabilisés, et donner surtout envie de jouer aux prochains jeux donc de la série, qui eux par contre seront clairement des exclus pendant au moins 3 ans. Ouais, c'est très malin sur PlayStation. Ouais, c'est très malin. Donc ils sont pas complètement fous, t'inquiète pas. Alors pour terminer ce volet Sony sur une note moins positive, oui parce que je suis un triste cire qui boit vos larmes et se nourrit de votre désarroi, mentionnons un article de iFixit qui a démonté les manettes de tout le monde, de Sony, Microsoft et Nintendo, pour se rendre compte que tout le monde semble se fournir en potentiomètre au même endroit, et le prix le plus bas possible. Alors les potentiomètres, c'est des trucs les gens se souviennent peut-être des potentiomètres où on réglait le volume, quand on règle le volume avec des boutons, donc c'est des trucs qui se tournent comme ça, et en réalité ça permet de régler... Les potards. Voilà, ça permet de régler l'intensité,
ou d'intensité ou de tension, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est des trucs qui permettent d'avoir une lecture analogique. Donc c'est ce qu'il y a globalement dans vos sticks analogiques, tout simplement. Et donc ces potentiomètres, évidemment, c'est les prix les plus bas possibles. Le problème, c'est que quand les prix sont aussi bas, la qualité s'en ressent, et il faut pas aller chercher plus loin, d'après eux, les problèmes de Joy-Con drift de la première Switch, de la Switch même d'ailleurs, et ceux récents, malheureusement, qui sont très analogues sur les manettes DualSense de la PlayStation 5. D'ailleurs, moins médiatisé, Microsoft aurait exactement le même souci, et il sera en combat juridique avec des joueurs ayant le problème, qui ont déposé un recours en class action en avril dernier. C'est un problème qui est assez consternant, puisque selon iFixit, le composant en question est garanti pour 2 millions d'opérations. Donc en gros 2 millions d'opérations droite-gauche, quoi. Alors ça paraît beaucoup, mais si vous jouez 2 heures par jour, c'est moins d'1 an de Fortnite, par exemple. Donc ça ne veut pas dire que votre manette sera bonne à jeter forcément au bout d'1 an de Fortnite. Mais voilà, des dysfonctionnements plus ou moins gênants deviennent de plus en plus probables après cette durée. Et alors, qu'est-ce qui fait que sur la Switch, c'est autant visible? Est-ce que c'est encore d'encore plus mauvais composants selon toi, ou est-ce que c'est tout simplement que la fenêtre de commercialisation de la Switch a été assez intense par rapport, je sais pas, enfin qu'est-ce qui fait que moi je mise sur le fait que c'est vraiment encore plus pourri sur la Nintendo Switch. Non mais là iFixit met le doigt sur le fait que l'usure est assez rapide de ces trucs-là, mais en réalité il y a aussi d'autres trucs, c'est-à-dire que l'usure peut être encore plus importante si par exemple c'est pas dans un truc étanche et qu'il y a de la poussière qui rentre ou de l'humidité qui rentre, voilà, tu vois, s'il y a l'humidité qui rentre, c'est encore pire. S'il y a des poussières qui rentrent, c'est encore pire, etc. Donc il y a aussi l'environnement qui joue quand même. Ok. Dommage, il va falloir quand même qu'ils revoient ça pour qu'on ne soit pas obligé de racheter des manettes trop rapidement. Allez, dernière news dans cet univers de jeux vidéo, Epic qui a sorti son portefeuille, Guillaume. Ouais, Epic qui a racheté Mediatonic, c'est-à-dire les gens qui font Fall Guys. Alors c'est marrant parce que Fall Guys c'est aussi un Battle Royale rigolo, bon enfant, voilà, la sauce, je sais pas, Interville un peu. Et c'est marrant parce que donc ça veut dire que maintenant ils ont une sorte ils ont Fortnite, ils ont Fall Guys et ils ont comment ça va déjà Rocket League. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des gros titres du multi. Et c'est vrai que il suffirait qu'ils rachètent Among Us et en fait ça deviennent des espèces de monstres du jeu multi, quoi. Donc ouais, c'est voilà, Epic étant encore comme ça son empire petit à petit, c'est assez marrant à voir. Enfin c'est assez marrant. En tout cas chez Mediatonic ils ont l'air contents. Et donc dernière petite news, parce que j'en avais parlé la dernière fois, vous savez que donc Apple voulait les chiffres de Valve voulait pas leur donner. Et Valve va être obligé de leur donner par. J'aurais jamais pensé qu'ils obtiendraient gain de cause. Écoute, le juge d'un tribunal californien va les obliger à donner toutes les données concernant 436 jeux PC à Apple. Et donc on attend les infos avec impatience. Alors c'est pas sûr que nous on les ait, mais en tous les cas, Apple va les avoir, quoi. Donc ça c'est quand même assez fabuleux. Donc ils doivent être super contents chez Valve. Mais bon, écoute, voilà. Tant mieux. Un petit mot pour dire que Fall Guys devrait arriver cet été 2021, donc sur la Switch. Oui, et que désormais, du coup... Je sais pas si c'est... Oui, que désormais, du coup, il sera complètement crossplay. Ouais, et alors je me demandais justement si c'était le vrai Fall Guys, et a priori oui c'est le même. Donc cool, ça va être rigolo à voir. Merci beaucoup Guillaume Poggiaspala pour ta préparation de cette émission et ton savoir-faire légendaire pour savoir ajuster par rapport à l'avancement de l'enregistrement de l'épisode, ce qu'il faut retirer ou pas. Et oui, ceux qui ont accès aux notes des émissions parce qu'ils ont le palier sur Patreon ont un grand privilège, ils peuvent voir ce qui était prévu avant et ce qui est mis en ligne au niveau de l'épisode final. Donc ça c'est un petit clin d'œil. Merci beaucoup en tout cas donc pour cette préparation. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite dialoguer avec toi, si on souhaite t'envoyer des sources qui contredisent ce que tu nous as expliqué sur le Bitcoin? Écoute, je sais pas, mais beaucoup. Si Fall Guy arrive sur Switch, qu'il est marrant et tout, on sait pas, peut-être là-dessus, il va savoir. T'as l'air marrant quand même. Ouh, intéressant. Discuter du Bitcoin sur la Switch, tout un programme. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions de Tech Café sur techcafé.fr. D'ailleurs, pour info, les épisodes sont aussi sur archive.org. D'ailleurs, normalement, il y a même les vieux tablettes café, donc c'est un petit clin d'œil. Si jamais vous voulez accéder à l'historique du podcast, il est mis au fur et à mesure en ligne sur archive.org. Ça fait partie de mes petites manipulations que j'ai mis en place.
podcast, donc n'hésitez pas. Et puis évidemment, si jamais vous aimez Tech Café, si jamais cette voix doucerette que vous entendez du double Guillaume semaine après semaine vous repose, vous fait sourire, vous intéresse, vous informe à la hauteur de ce qu'on espère pouvoir contribuer, je vous invite à aller envisager de soutenir le podcast sur patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les explications, des contreparties, des possibilités pour participer et des contreparties donc que vous aurez parmi lesquelles le flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans la pub, le chapitrage des émissions et bien d'autres. En attendant, je vous remercie vivement pour votre fidélité. Si vous voulez plus de podcasts, vous pouvez donc écouter notamment le dernier Tech Café domotique qui parlait d'HomeKit, comme je le disais en intro. Vous pouvez aussi aller écouter le dernier épisode de Paracult, qui est un podcast sur la pop culture où on vous parle des choses qu'on a aimées. Alors pas forcément sur le dernier épisode que tu as enregistré avec Mathieu, où vous avez parlé de Songbird et de Jojo Rabbit, qui sont deux films que vous avez aimés quand même, mais qui n'ont pas obtenu un consensus de critiques positifs. Donc la blockchain n'a pas voté massivement en faveur de la qualité de ses contenus. Et en attendant, vous pouvez également écouter le 100e épisode de Relife, notre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel que je fais avec Matt une fois tous les 15 jours. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao à tous.